Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Je m'appelle Éric Mwamba, je suis journaliste, éditeur de presse, ancien président du Forum des journalistes africains d'investigation. Je suis originaire de la République démocratique du Congo et je suis de passage à Paris. Ok, aujourd'hui l'invité du journal des diasporas africaines à Paris. Éric Mwamba, bonjour. Bonjour Madame Eugénie. Alors vous vous êtes présenté, merci à vous d'avoir accepté donc cette invitation pour le journal des diasporas africaines qui est le lieu, l'occasion de parler de votre diasporité où que vous soyez dans le monde, car selon nous, selon moi, le monde c'est l'Afrique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, effectivement, on ne peut pas faire le monde aujourd'hui sans l'Afrique, étant donné que nous sommes dans la mondialisation et la globalisation. Ce qui me concerne, j'ai vécu à des différents endroits, aussi bien en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, j'ai vécu en Amérique du Nord, aujourd'hui je vis en Australie. Je suis de passage à Paris aujourd'hui, je connais bien l'Europe à cause de mon travail de journaliste au sein du réseau mondial du journalisme d'investigation. Donc partout où nous passons, l'Afrique apporte à travers ses enfants sa contribution au développement du monde actuel. Alors justement, de la RDC à l'Australie, ça fait beaucoup de kilomètres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de l'Australie? L'Australie est un pays, en même temps un continent. C'est un pays de contrastes, de tous les contrastes. Il y a les forêts, le désert, les minéraux, il y a des animaux endémiques dont le plus connu dans le monde, c'est les kangourous. Le kangourou? Oui, c'est un pays qui a certaines similitudes avec mon pays d'origine du point de vue de ressources naturelles. Par exemple, sur le plan des minéraux, on a un minéral rare en Australie qui s'appelle le coltan, qui est aussi en République démocratique du Congo et au Brésil, qui est l'un des métaux les plus précieux et les plus utilisés aujourd'hui, par exemple, dans la fabrication de batteries électriques. Donc, du point de vue climatique, il y a aussi beaucoup de similitudes entre l'Australie et la plupart des pays africains. Alors, votre sujet d'actualité concerne l'implication de la France dans la guerre dans votre pays, donc en RDC. Mais avant cela, je voudrais que vous nous parliez de comment vous avez quitté votre pays. Vous avez quitté votre pays, donc la RDC, par choix, par nécessité ou par accident? Moi, j'ai décidé de quitter la République démocratique par opportunité professionnelle, puisque je voulais développer ma carrière journalistique à l'international. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par l'Afrique du Sud. Je partais, je rentrais, et puis je suis allé en Norvège. Après, j'ai commencé à développer ma carrière. Et quand j'ai eu des responsabilités au sein de structures du journalisme d'investigation au niveau international, il n'était plus possible pour moi de continuer à vivre en RDC puisque j'ai été chargé d'essayer de contribuer à l'instauration du journalisme d'investigation en tant que profession à part entière. Et mes patrons ont décidé que je puisse travailler en Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que il n'était plus possible pour moi de vivre en RDC. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Éric Mwamba est mon invité dans le journal des diasporas africaines. Alors votre actualité, Éric, c'est l'implication de la France dans la guerre en RDC. Expliquez-nous. Bon, il y a quand même comme une espèce de sentiment anti-français qui est en train de monter tout doucement en République démocratique du Congo, tout simplement puisque les citoyens congolais qui considèrent qu'ils constituent le plus gros pays dans la francophonie, puisque la RDC est le pays de la francophonie qui a une grande population. Donc, du point de vue démographique, du point de vue du nombre de locuteurs de la langue française, la RDC est reconnue comme étant le plus grand pays de la francophonie. Mais il s'est fait que
La RDC, depuis plusieurs années, se trouve en conflit avec son voisin, le Rwanda, qui est un petit pays du point de vue de la superficie et du point de vue aussi de la population. La population rwandaise, c'est, si je ne me trompe, autour de 15 millions d'habitants, alors que pour la RDC, c'est 100 millions d'habitants. Alors, le Rwanda a eu aussi, il y a quelques années, des problèmes avec la France à travers l'opération turquoise dans laquelle la France intervenait dans le cadre d'une mission des Nations Unies lorsqu'il y a eu les génocides rwandais qui s'est éclaté en 1994. Alors, quelques années plus tard, le président Paul Kagame avait décidé de supprimer l'usage de la langue française dans le système officiel et dans le système éducatif rwandais. Mais il s'est fait que aujourd'hui, c'est une ressortissante rwandaise, Madame Louise Mushikiwabo, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, qui est la secrétaire générale de la francophonie. Et du point de vue de la RDC, on considère cela comme étant un cadeau que le président Emmanuel Macron a offert au Rwanda pour refaire leurs relations, alors qu'aujourd'hui, le français n'est pas encore réintégré dans le système rwandais. Alors, lors du dernier sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerba en Tunisie, du 19 au 20 novembre, le président Emmanuel Macron a déclaré que le groupe M23, qui occupe plusieurs parties de l'Est de la RDC aujourd'hui et qui est considéré par le gouvernement congolais comme étant un groupe terroriste qui est soutenu selon des rapports confidentiels des Nations Unies par le Rwanda, le président Emmanuel Macron a décidé qu'il faudrait que ces groupes se retirent progressivement. Alors que le gouvernement congolais considère que ces groupes, en tant que groupe terroriste, doivent se retirer immédiatement et sans condition. Le président Emmanuel Macron exige qu'il y ait un processus politique. Le processus politique signifie que le gouvernement de la RDC doit négocier avec les rebelles, alors que selon les principes et les normes démocratiques, par exemple, qui régissent la France, qui est une nation civilisée, on ne peut pas négocier avec les terroristes ou soit des rebelles, des personnes qui prennent des armes, même si elles ont des revendications politiques, mais elles prennent des armes contre la République, elles tuent d'autres personnes, d'autres citoyens du pays. Il faut considérer qu'aujourd'hui, à cause de cette guerre de la RDC, il y a quelques jours, il y a une semaine, je crois, il y a eu plus de 200 personnes tuées en une journée par ce groupe. Donc, du point de vue de la RDC, on considère que le président Emmanuel Macron prend fait et cause pour le Rwanda contre la RDC, qui est le plus grand pays de la francophonie et dans lequel la France a beaucoup d'intérêts économiques. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui honore nos traditions. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui n'a pas peur de s'engager. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui vous montre le pourquoi du comment du Star System. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Eric Mwamba, on continue cet entretien dans le journal des diasporas africaines. Vous résidez actuellement en Australie, donc dans le pays des kangourous, comme qui dirait. Quelle a été votre première réaction quand vous avez quitté la RDC, la première destination européenne ou occidentale? Quelle a été votre réaction?
Bon, moi, dans le monde occidental, quand je suis arrivé pour la première fois, ou même plus tard, quand j'ai commencé à faire le tour des différents pays occidentaux, j'ai toujours été impressionné par le respect du temps. Donc, puisque moi, je suis partisan de l'économie intangible, je considère qu'une bonne gestion du temps est un facteur principal dans la rentabilisation de la vie, que ce soit pour les individus, pour les ménages, pour les entreprises commerciales, pour les entités territoriales ou même pour les États. Donc, la principale chose qui m'impressionne dans le monde occidental, c'est la capacité des peuples de ces pays à respecter le temps, ce qui n'est pas le cas chez nous en Afrique. Alors, je reposerai la question différemment, parce que l'objectif n'est pas forcément toujours d'enjoliver l'Occident, mais je pense qu'il y a beaucoup dans cette population, chez ce peuple congolais, il y a beaucoup de résilience, beaucoup de leçons que l'Occident devrait apprendre de ce pays dont une partie du pays est enclin à de la violence depuis pratiquement 30 ans. Qu'est-ce que le Congo apprend au reste du monde, apprend à l'Europe, selon vous? Je pense que notre jeunesse, nous avons d'abord une population jeune comparée à la population des pays occidentaux, par exemple. Nous avons une population jeune qui veut travailler, vivre dans de bonnes conditions, contribuer à la construction de leur pays ou de leur pays, si je m'exprime en termes de population ou non seulement du Congo mais aussi d'autres pays. Je pense que la détermination, la capacité de notre jeunesse, de notre peuple à contribuer, à travailler, à contribuer au développement de leur communauté, de leur pays, est un exemple important puisque les gens vivent parfois dans des conditions très difficiles. Il n'y a pas de bons logements, il n'y a pas de facilités telles que l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation. Il y a des entités territoriales où il n'y a pas des écoles, ni des centres de santé. Mais les gens ils ont un mental d'acier. Ça, c'est positif, mais je pense qu'on ne doit pas se contenter de ça. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on se contente de ça, puisqu'on a la possibilité d'inventer. Il y a un livre intéressant d'un auteur congolais que je considère comme étant un savant, mais dont on ne parle pas assez souvent, c'est Vumbiyo Kamudimbe, qui a écrit ces livres qui étaient sortis pour la première fois d'ailleurs en version anglaise aux États-Unis, puisque il était professeur dans les universités américaines. Le titre de ces livres, c'est L'invention de l'Afrique. Donc, les Africains, ou soit les Congolais, ont des ressources en eux, puisque le développement d'un pays ne part pas de ressources exogènes. Donc, ça part de ce qu'on a en nous, de ce qu'on n'achète pas dans le magasin. Tout à fait. Donc, la capacité, la force, le fait d'abord que notre population est jeune, c'est déjà une compétence. La jeunesse en elle-même est une compétence. Donc, et en dehors de ça, on a le savoir-faire, on a le temps, le même nombre. Je parlais du temps tout à l'heure, on a le même nombre d'heures que si vous étiez né à New York ou vous êtes né à Yaoundé ou bien à Kinshasa, vous avez le même nombre d'heures que tout le monde. Je pense qu'il faut maintenant que nous puissions inventer notre génie pour la bonne utilisation de ces ressources qui sont en nous pour développer, parce que c'est à partir de la bonne gestion des ressources endogènes, ce que nous avons en nous, que nous allons créer des richesses et que nous allons inventer notre modèle économique pour développer notre pays ou notre continent. Autrement dit, lorsque la RDC s'éveillera. La valorisation et la promotion de la femme, c'est mon dada. Je m'appelle Amina Nzenga. Je serai votre hôte du lundi au vendredi dans Time is Woman. Une émission qui parle de la femme dans toutes ses déclinaisons. Venez découvrir les portraits des femmes d'Afrique qui, comme moi, cultivent l'adage. Quelles que soient les difficultés, il n'y a pas d'échec, que des opportunités. Je vous donne donc rendez-vous sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix.
Enfin, une radio qui porte fièrement toutes les femmes. Frantz Fanon disait que l'Afrique avait la forme du revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est-à-dire le Congo a une superficie, une grande superficie, plus de 2 millions de kilomètres carrés, environ 100 millions d'habitants. On a toutes sortes de ressources naturelles, on a le bois, on a les eaux, on a différentes sortes de minéraux, mais on a aussi le soleil. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en France, nous sommes à Paris, mais aujourd'hui, il fait froid. Ça neige de partout et le gouvernement a même décrété une espèce d'état d'urgence, puisqu'à un certain moment, il n'y aura pas de circulation. Oui. Mais au Congo ou en Afrique, d'une manière générale, il y a le soleil. Donc, on a le soleil 365 jours, c'est-à-dire on peut cultiver la tomate, parce qu'il y a des cultures qui ne supportent pas le froid. Aujourd'hui, si vous essayez de parcourir les jardins ou les champs de tomates en France, il faut prendre des mesures de protection supplémentaires. Donc, il faut couvrir ou soit construire des hangars ou des bâches. Mais au Congo, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, on peut produire la tomate et j'étais en train de lire un reportage où aujourd'hui, le Kenya se positionne comme principal exportateur d'avocats en Espagne, en Chine et dans d'autres parties du monde. C'est-à-dire, les Congolais ne doivent pas baisser les bras. Il faut qu'on travaille puisque nous avons la responsabilité aussi bien de garantir le bien-être à notre population, mais aussi à l'Afrique, puisqu'aujourd'hui, il y a un marché commun africain qui se développe. Je m'appelle Eric Mwamba, je suis journaliste, éditeur de presse, ancien président du Forum des journalistes africains d'investigation. Je suis originaire de la République démocratique du Congo et je suis de passage à Paris. Ok, aujourd'hui, je suis l'invité du journal des diasporas africaines à Paris. La RDC est reconnue pour bien vendre sa culture. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, là, j'en profite pour saluer la mémoire de l'une des grandes artistes, Tchalamwana, qui nous a quittés. Je peux considérer Tchalamwana comme une devancière, même dans le cadre de la lutte pour l'égalité du genre, puisqu'elle a montré depuis déjà à l'époque où la femme, le corps de la femme était considéré comme une espèce de butin, mais Tchalamwana nous a montré, nous avons grandi avec ça, donc c'était une femme sans froid aux yeux, c'était une femme vraiment très courageuse qui a inventé au Congo, il y a environ 500 dialectes et 4 langues nationales, mais Tchalamwana, par son courage, elle a hissé une de ses langues nationales, le Chiluba, elle a chanté en Chiluba, et elle a fait danser aussi bien les chefs d'État africains que le peuple africain sur l'ensemble du continent et même dans la diaspora. Donc elle vient de nous quitter, donc j'en profite pour saluer sa mémoire et je souhaiterais que le gouvernement congolais quand même développe une politique culturelle pour vendre ces icônes. On en a eu beaucoup en Afrique. Manu Dibango qui a fait aussi une partie de sa carrière au Congo. Donc on en a eu beaucoup sur le continent, les Alpha Blondy, les Miriam Makeba. Je pense que l'industrie culturelle peut se développer, peut générer aussi beaucoup de ressources sur le modèle par exemple, on a vu avec les sports au Libéria, par exemple, une partie de l'économie libérienne a été financée par l'aura les footballeurs qui est président de la République aujourd'hui, George Weah. Et c'est le cas, par exemple, avec Bob Marley. Bob Marley nous a fait danser à l'époque, même quand la plupart d'entre nous ne comprenaient pas l'anglais, mais on chantait. C'est-à-dire que la musique ou le sport transcende les clivages religieux, les clivages politiques. Donc c'est toute une industrie qu'on peut développer au Congo et en Afrique et qui peuvent apporter beaucoup de devises dans nos économies.
Savez-vous que le développement d'une Afrique solide et prospère passera systématiquement par la valorisation et la promotion de l'expertise de la diaspora pour la préservation de la bonne gouvernance? Salut, je suis Pablo Giscard Guissamba. Retrouvez-moi tous les lundis entre 17h et 18h heure de Paris pour un entretien exclusif avec un Africain qui se démarque. Ça sera dans le cadre de votre émission Bonne Gouvernance. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Bonne gouvernance, le portrait de l'invité. Née en 1980 en Belgique, Aminata Nzenga Lutumba Ndoye est une femme africaine d'origine congolaise. Elle grandit au sein d'une famille d'accueil belgo-italienne violente jusqu'à ses 12 ans. À l'âge de 14 ans, elle est placée en institution pour vivre en autonomie supervisée et devient maman à 17 ans. Secrétaire médicale de formation, maman de 4 enfants dont une fille, elle est aujourd'hui une femme du pourvoir et non de pouvoir. Leadership Motivational Speaker, de par son histoire, elle a initié la journée mondiale de la maman solo, symbole de la vulgarisation du statut de la chef de famille dite monoparentale, qui est cette maman solo et top, et un dispositif de défense de ses droits à travers l'écriture d'un plaidoyer international avec des femmes et des hommes évoluant dans différentes sphères. En outre, Aminata Nzenga Lutumba Ndoye est la fondatrice et présidente de Maman Solo et Top ASBL, dont elle est le propre concept, du réseau EWI ou Empowering Women International, un réseau de leadership d'excellence féminin africain qui a pour objectif de développer le leadership et encadrer les initiatives de la femme africaine. Présidente de Femmes Noires, Femmes Africaines ONGD Congo qui soutient la femme congolaise et sa famille. Elle est aussi ambassadrice de la Jeune Chambre Internationale Congo où elle apporte sa contribution dans l'expertise de la monoparentalité et du développement du leadership de la femme et de la jeunesse congolaise. Aminata Nzenga est une femme aux multiples casquettes qui fait de la valorisation de la femme son cheval de bataille en accompagnant un public issu des minorités précarisées à devenir des fruits d'exception qui cultivent l'excellence par le savoir-faire et le savoir-être made in Africa. Retrouvez Pablo Giscard tous les lundis, 17h-18h heure de Paris, pour 60 minutes d'entretien avec une haute personnalité africaine du secteur de l'administration publique. Eric Mwamba, vous êtes mon invité aujourd'hui dans le journal des diasporas africaines. Je voudrais qu'on parle à présent du rôle et de la place des diasporas à l'étranger. Vous êtes en Australie. Est-ce que vous estimez que vous jouez un rôle important en Australie pour votre pays, la RDC? Bon, moi, en tant que journaliste, j'ai conçu un concept qui consiste à développer, c'est-à-dire que après avoir mené mes enquêtes, puisque je mène souvent des enquêtes sur des phénomènes qui bloquent les développements des populations et au niveau, et je propose des pistes de solutions avec les populations concernées pour trouver des solutions au niveau de l'échelle communautaire la plus élémentaire. Et exemple, cela, vous avez un exemple à nous donner? Oui, j'ai un exemple à donner. Par exemple, dans l'est de la RDC, il y a une province qui s'appelle le Maniema. Et la capitale du Maniema, c'est le Kindu. J'ai mené des enquêtes dans des écoles de Kindu, par exemple, où on a mis en lumière les difficultés des écoles, telles que le manque de bâtiments, le manque de bancs, le manque d'équipements informatiques, le manque de bibliothèques, le manque de latrines. Et lorsqu'on a publié ces articles et qu'on a fait du lobbying, le président de la République, pour dès la première école, par exemple, sur laquelle on a mené les enquêtes, Institut Imara. Donc, 48 heures seulement après la publication de ces articles, le chef de l'État a ordonné qu'on construise de nouveaux bâtiments pour cette école, ce qui a été le cas grâce à notre travail. Donc, ce qu'on fait, c'est on essaie de mettre en lumière quelles sont les personnalités du pays, par exemple, qui ont été formées dans ces écoles. Puisque c'est curieux de constater que souvent, la plupart de nos leaders africains, ils sont fiers de brandir leurs diplômes obtenus dans de prestigieuses universités occidentales, mais ils ne parlent pas souvent de
leurs écoles primaires ou secondaires, tout simplement puisque ces écoles se trouvent aujourd'hui pour la plupart dans un état de délabrement avancé. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est je vais dans ces écoles, je donne la parole aux élèves, je donne la parole aux enseignants, aux chefs d'établissement. Nous faisons des enquêtes qui mettent à nu les difficultés, les conditions dramatiques. Il y a certaines écoles où, quand il pleut, les chefs d'établissement sont obligés de renvoyer les enfants à la maison, comme le cas de cette école où l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo a été formé. Alors, non seulement on fait ça pour pousser les décideurs à prendre des décisions pour améliorer ces infrastructures, mais aussi en même temps au niveau international. Donc, pour répondre à votre question, nous mettons en place des chaînes de solidarité internationale, puisqu'il y a certaines écoles, par exemple en Australie, qui renouvellent leurs équipements tous les 2 ans et nous signons des accords avec elles pour que ces équipements renouvelés puissent servir dans certaines écoles de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un exemple de quelque chose que quelqu'un de la diaspora comme moi peut faire pour faire bénéficier les compatriotes ou soit les entités locales de son pays d'origine. La diaspora aujourd'hui peut être considérée comme un partenaire, aussi bien du point de vue du développement, mais aussi du point de vue même de la diplomatie, puisque la diplomatie aujourd'hui n'est plus l'apanage des seuls diplomates professionnels. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles moi je travaille pour aider à résoudre certains problèmes, certaines situations au niveau le plus élémentaire de la communauté, sans toujours attendre que les solutions viennent toujours d'en haut, comme c'est le cas maintenant. Alors, quand vous avez parlé de ces responsables politiques de votre pays qui n'arrivent pas à restaurer les écoles dans leur propre pays, ça me fait penser à un Paul Kagame qui a réussi, et c'est peut-être cynique ce que je vous dis, qui a réussi après le génocide, dont on sait à quel point il a été plus que cruel, plus que meurtrier, dont on sait qu'il a réussi après un événement comme celui-là, a réussi à reconstruire son pays. Évidemment, c'est un petit pays, rien à voir avec la superficie, avec la grandiose RDC. Ça prête quand même, ça donne quand même des leçons. Comment un pays aussi riche, aussi vaste, avec des hommes et des femmes aussi énergiques et talentueux, comment se fait-il que ce pays soit, on va dire, sous l'emprise d'un petit pays qui a réussi à sortir son épingle du jeu face à un événement dramatique qu'il a traversé? Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Bon, le modèle rwandais, le Rwanda, c'est un pays que je connais très bien. Oui. La fois dernière que j'étais au Rwanda, c'était au mois de mars 2020. J'ai quitté le Rwanda puisque à cause de Covid-19, on commençait déjà à fermer les frontières. Donc, c'est un pays que je connais très bien. C'est vrai que le Rwanda, sous le leadership de Paul Kagame, s'est construit, mais c'est un modèle économique basé sur l'exclusion. C'est-à-dire que pour construire un pays n'est pas nécessairement construire les immeubles ou les routes, puisque derrière les immeubles à la Manhattan qu'on voit, les gratte-ciel à la Manhattan qu'on voit à Kigali et dans d'autres villes du Rwanda, c'est cache la répression. Donc c'est un modèle de gestion très fragile, puisqu'il y a une grande partie de la population rwandaise. Vous savez, le Rwanda est un pays où il n'y a que 2 ethnies, les Hutus et les Tutsis. Mais il y a une grande partie, les Hutus, qui sont aujourd'hui exclus et qui sont malheureusement majoritaires de ces peuples qui sont exclus du mode de gestion. On ne peut pas construire un pays en excluant une partie de ces peuples-là, puisque c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire qu'il suffit aujourd'hui que le régime de Paul Kagame disparaisse pour qu'on risque de revivre des vieux démons. Donc c'est bien... On a construit des infrastructures, mais il n'a pas été un leader rassembleur. Donc, il n'a pas reconstruit, comme par exemple sur le modèle
de l'Afrique du Sud, qui est un pays que je connais aussi, où Nelson Mandela, quand il est sorti de la prison, il a dit « Faisons un État, une nation arc-en-ciel », c'est-à-dire les anciens bourreaux d'hier travaillent avec les victimes d'hier. C'est-à-dire aujourd'hui, le modèle sud-africain, je pense que c'est l'un des bons modèles. Il est aussi encore en construction, mais vous avez d'un côté les Noirs qui sont majoritaires au pays, qui aujourd'hui, à la suite des élections, puisqu'ils sont majoritaires, contrôlent le pouvoir politique, que ce soit de l'aspect politique du pouvoir, et vous avez les Blancs qui sont minoritaires, mais grâce à leur culture séculière en matière de gestion et de gouvernance économique, les Blancs contrôlent le système économique d'un pays. Ce qui fait que cette jonction permet à un pays de se construire et de s'asseoir petit à petit. Maintenant, il y a des projets, des programmes sociaux, par exemple pour la construction des logements sociaux, il y a des programmes d'octroi de crédits à la jeunesse, aux nouveaux entrepreneurs noirs. C'est comme ça qu'on construit un pays. Le modèle du Rwanda n'est pas un bon modèle, puisque le Rwanda, l'économie rwandaise dépend aussi beaucoup c'est une économie de la guerre, quoi. C'est une économie illicite, basée sur l'exploitation illicite des ressources de la RDC, mais comme on a dit au départ, avec l'implication des mondialistes, des nouveaux mondialistes qui sont des prédateurs. Je pense que quand le président Tshisekedi, le nouveau président de la RDC, a pris le pouvoir, il a essayé de convaincre les chefs d'État des pays voisins, puisqu'on est des frères, vous avez les mêmes peuples. Vous avez par exemple en RDC, vous avez aussi les Tutsis congolais. Et les Tutsis congolais en RDC, oui. Qui habitent au Rwanda et le même peuple qui habite en RDC, donc qui sont des frères, qui sont des sœurs, qui se sont mariés, qui ont des enfants. C'est-à-dire il faut qu'on mette en place une gouvernance, d'ailleurs dans le cas de l'Union africaine. Après, il y a d'autres organisations sous-régionales dans lesquelles les différents pays sont membres. Il y a le pacte de non-agression. Je pense qu'il faut mettre en place un système de gouvernance qui permet de travailler ensemble et de développer la sous-région. Au lieu, puisque le Rwanda, si le Rwanda construit des infrastructures, prenons un cas de figure où la RDC, puisque je vois aujourd'hui le président Tshisekedi a recruté 10 000 jeunes en une journée. Imaginez-vous si l'armée de la RDC décidait un jour de marcher sur le Rwanda, mais ça sera catastrophique. Je m'appelle Eric Mwamba, je suis journaliste, éditeur de presse, ancien président du Forum des journalistes africains d'investigation. Je suis originaire de la République démocratique du Congo et je suis de passage à Paris. Ok, aujourd'hui, je suis l'invité du journal des diasporas africaines à Paris. Justement, est-ce que cette armée de la RDC, elle est formée? Ce sont des recrues, ce sont des jeunes qui ont répondu à l'appel du chef de l'État et qui sont allés dans les centres de formation. Moi, je ne suis pas je ne prône pas ma façon de voir la géopolitique. Je ne base pas ça sur la puissance de l'armée. Moi, je prône la construction des infrastructures, c'est-à-dire l'interconnectivité entre la population et son territoire à travers les infrastructures. C'est le modèle que moi, je prends en ce qui concerne ma lecture de la nouvelle géopolitique, la nouvelle superpuissance des États, comme l'Inde par exemple. L'Inde a basé son modèle sur le développement des écosystèmes informatiques. La Chine a construit des routes, des rails, etc. Donc, un État superpuissant, de mon point de vue, n'est pas nécessairement celui qui se dote de l'armée. La Côte d'Ivoire, de l'époque de Félix Houphouët-Boigny, n'avait pas d'armée, mais le pays s'était construit en construisant des routes du nord au sud, de l'est à l'ouest, etc. Donc, moi, je pense qu'on peut vivre en paix, on peut vivre ensemble, en faisant profiter les mêmes ressources à tous les pays voisins à travers une gouvernance commune, pas nécessairement se faire la guerre. Bonjour à tous.
Je suis Natacha Bounet, 12 fois championne de France en Kung Fu Sanda, Muay Thai et Kewan. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Championnement Vôtre, où je serai votre coach tous les mercredis de 17h à 18h, heure de Paris. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui vous aide à développer votre mental de championne et de champion. Eric Mwamba, et si vous deviez rentrer définitivement en RDC, qu'est-ce que vous ramèneriez chez vous? Moi, la ressource la plus importante que j'ai ramènerais, bon, j'ai commencé déjà à les faire, puisque depuis pratiquement 2012, il n'y a pas une seule année où je ne suis pas allé en RDC et même dans les pays voisins. Ce que j'y ramène, pour moi, le plus important, c'est la formation. Notre jeunesse a besoin d'être formée. On ne peut pas transformer un pays sans la formation. Et le système éducatif actuel est biaisé puisqu'il est encore basé sur le système colonial qui fait l'apologie, qui fait le culte du diplôme. Et souvent, nos jeunes qui veulent absolument obtenir des grands diplômes, des masters, des maîtrises, etc., finalement obtiennent des diplômes que je peux considérer d'inutiles et d'inutilisables. Tout simplement puisqu'il y a une adéquation entre les diplômes et les besoins du marché. Et ce qui explique, moi, je pense que... oui, ce qui expliquerait justement le fort taux de chômage des jeunes en RDC et plus généralement en Afrique. Exactement. En RDC, selon les récents rapports de la Cour des comptes, 95% de la jeunesse, 95% des populations sont au chômage. La ressource la plus importante pour moi, c'est la formation. C'est la formation. Puisque, oui, j'ai vu des modèles, par exemple, en Australie, les modèles australiens, même que j'ai vu aussi en Suisse, où vous avez des jeunes qui, déjà à l'âge de 15 ans, en Australie, les jeunes à l'âge de 15 ans sont déjà au travail. C'est-à-dire, je veux parler encore de la gestion du temps. C'est-à-dire, un jeune qui finit l'école à 15 heures et de 15 heures jusqu'à 20 heures avant de dormir, il fait quoi? Puisqu'on sait que la jeunesse, c'est encore l'âge de l'énergie, l'âge de la force, l'âge de l'ambition. Il faut former notre jeunesse et il faut mettre notre jeunesse au travail. En Australie, les jeunes de 15 ans, à partir de 15 ans, ils travaillent et l'État prend 30% des revenus sur les rémunérations des jeunes, comme c'est le cas pour toutes les autres personnes. Ce qui fait que pour une population de 26 millions d'habitants à peine, l'Australie a un budget de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars, oui. 500 milliards de dollars pour une population de 26 millions. Donc, et vous avez la population de l'Australie presque, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de chômage en Australie, puisque le travail, le travail n'est pas le type de travail que vous voulez, mais tout travail est valorisé. Quand dans le même temps, dans les pays francophones, on estime qu'un enfant qui ne va pas à l'école, que ce n'est pas un enfant. Enfin, ça, c'est ce que sont les préceptes de l'UNICEF notamment. Donc, c'est encore une fois le système colonial, impérialiste, dont nous avons hérité, qui est un véritable frein justement à notre épanouissement réel, quelque part. Exactement, parce que là je salue le président Félix Tshisekedi, le président de la RDC, qui a appliqué la mesure de gratuité de l'enseignement de base qui était contenue dans la Constitution, mais qu'on n'avait jamais appliqué. Beaucoup de gens ne savent pas ce que l'objectif de la gratuité et l'obligation de l'enseignement de base. L'enseignement de base, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, l'école primaire. L'objectif, c'est d'amener l'enfant à faire trois opérations. Lire, écrire et compter. Dans les pays qui se respectent, comme l'Australie, par exemple, la seule obligation que l'individu a, c'est définir l'école primaire. C'est l'obligation que l'individu a. Un enfant qui finit l'école primaire en Australie à l'âge de 12 ans, il connaît bien manipuler l'outil informatique. Il connaît très bien écrire, il connaît très bien compter. Donc, dans les 3 ans à venir,
C'est-à-dire qu'il va faire soit une partie de l'école secondaire. Il va apprendre un métier. Oui, soit apprendre un métier et être prêt déjà à travailler et déjà à apprendre la culture de l'épargne, puisque dès qu'il commence à travailler, il a un compte bancaire, il est payé chaque semaine. Bon, le système là-bas, c'est qu'on paye chaque semaine. Dès qu'il est payé chaque semaine, il a son compte bancaire, il apprend déjà à gérer de l'argent, il apprend déjà à épargner de l'argent, il apprend déjà à payer les impôts. Donc, il apprend à s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de l'État. Il développe les sentiments de patriotisme du point de vue en tant que citoyen, du point de vue de l'économie. Il connaît qu'il y a des produits made in Australia. Quand je vais au supermarché, je dois d'abord acheter les produits de mon pays. Ce sont des valeurs qu'on inculque à un citoyen en bas âge. Mais vous allez voir que dans nos pays, par exemple en RDC, un jeune étudiant à l'université, âgé de 20 ans, donc 19 ans, 20 ans, 24 ans, bon, puisqu'il y en a même parfois jusqu'à 25 ans, les jeunes n'ont pas encore fini l'école, l'université, mais même les parents te disent que mon fils ne peut pas travailler puisqu'il est... Mais écoutez, étudier, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession. Et vous voyez même dans les passeports ou les cartes nationales d'identité, on a écrit profession étudiant. Ça n'existe pas dans les pays qui ont la vocation de se développer. Étudier n'est pas une profession. Quand on vous écoute, Eric Mwamba, on a le sentiment que c'est le monde à l'envers. Nos cerveaux sont retournés tellement à l'autre bout de la planète, en Australie où vous résidez. Les choses sont totalement différentes. Je vais terminer par cette question, finalement. Quel message pour vos compatriotes en RDC, de par le monde? Quel message pour M. Tshisekedi, dont on sait que la tâche est ardue? Quel message à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Bon, le message... Moi, l'Union européenne a été créée à l'initiative des deux marchands de charbon du Benelux qui ont dit, puisque nous faisons, tous les deux se sont dit, puisque nous faisons la même chose, tu vends le charbon, je vends le charbon. Mettons-nous ensemble, travaillons ensemble, ayons plus de profits, ayons plus la capacité à développer notre profession. C'est cette initiative des deux marchands du charbon qui a inspiré les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne et de la France. Et c'est à partir de là que les États ont pris la conscience de mettre leurs efforts ensemble pour travailler ensemble, créer l'Union européenne, créer ce qu'on appelle le marché commun. Moi, le message que j'envoie à mes compatriotes congolais et africains, c'est que nous devons travailler ensemble. Nous devons profiter du contexte juridique international actuel. Il y a des lois aujourd'hui au niveau international qui permettent à un jeune qui vit à l'est de la RDC, à Goma, de concevoir un service ou un produit et de le vendre, de l'exporter aux États-Unis, en Europe, en Asie. Il y a des lois qui existent dans le cadre de la mondialisation et de la globalisation. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école n'est plus la seule source de savoir. L'école d'ailleurs, l'école formelle d'ailleurs est en retard par rapport à la montée, par rapport à l'avancée des savoirs, par rapport à la montée des technologies. Aujourd'hui, moi, j'encourage les jeunes Congolais, les jeunes Africains de lire, de ne pas aller sur les réseaux sociaux seulement pour perdre le temps en se racontant des histoires qui n'ont rien à voir. Donc, il faut aujourd'hui se former. On peut se former à travers les livres, à travers les technologies, à travers les ordinateurs, etc. Il faut, quand vous êtes, par exemple, dans quel que soit votre filière d'activité, quel que soit votre secteur de professionnel, il faut chercher à identifier des associations professionnelles. Il y a des associations professionnelles au niveau local, au niveau continental et au niveau international. Vous devez faire partie de ces associations et il faut payer. Il y a certains petits frais à payer. Il ne faut pas faire comme le modèle de nos États qui font partie des structures sous-régionales ou internationales mais qui ne payent pas leurs cotisations. Quand vous ne payez pas votre cotisation, vous n'avez pas droit au chapitre. Lorsqu'on fait le vote, vous n'êtes pas éligible. Parfois, vous n'êtes pas électeur. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Ce que je peux dire au président Tshisekedi, qui a une tâche dure, c'est que je ne pense pas que l'armée
le développement de l'armée soit le seul moyen pour mettre fin à la guerre. Pour mettre fin à la guerre, à mon sens, il faut construire les infrastructures, puisque les groupes armés recrutent les jeunes au chômage. Si vous lancez la construction des infrastructures, les routes, les rails, Stanley disait que sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Donc si vous construisez les chemins de fer, vous construisez les routes, vous construisez des ports, vous aurez suffisamment besoin de main-d'œuvre. Vous allez mettre votre jeunesse au travail, les jeunes seront payés, les jeunes n'auront pas le temps d'être recrutés dans les groupes armés et par conséquent, la guerre va prendre fin, puisque les groupes armés, quand ils n'ont pas le soutien même ou l'adhésion de la population, ils ne peuvent pas progresser. Ils meurent d'eux-mêmes, tout à fait. Ils meurent d'eux-mêmes, oui. Éric Mwamba, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien pour le Journal des diasporas africaines. J'espère que vous serez à nouveau avec nous pour d'autres débats sur l'Afrique d'une seule voix. Merci beaucoup, chère Eugénie. Merci de m'avoir invité, merci de m'avoir donné l'opportunité. Je suis encore à Paris, je suis à votre disposition pour n'importe quelle autre activité dans le cadre de cette magnifique initiative, la radio Afrique d'une seule voix, pour laquelle j'aimerais vous féliciter. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Au revoir. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui honore nos traditions. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui n'a pas peur de s'engager. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui vous montre le pourquoi du comment du Star System. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix.